IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous partons dans une émission autour des plantes qui peuvent nous guérir, autour des plantes qui sont là pour nous soigner, pour prendre soin de nous. Après Argile et Coronavirus, la Terre au secours de l'humain, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, cette émission du 20-04-2020. Un mois plus tard, nous allons aujourd'hui donner la parole aux plantes, avec deux entretiens. Un sur la chaîne YouTube Artemisia Collège, ça s'appelle Artemisia annua et désobéissance civile chez Raphaël Colicci. Raphaël Colicci, qui est donc on peut dire un agriculteur, un herboriste, qui est interviewé par Thierry Casasnovas, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Régénère, R-E-G-E-N-E-R-E, qui est tenue par Thierry Casasnovas. Ensuite, sur la chaîne de Christophe Bernard comme le prénom, construire notre indépendance avec les plantes, autosuffisance et indépendance pour tout ce qui touche à notre bien-être, c'est le sujet qu'il va développer dans cette seconde partie d'émission. Il y aura une troisième partie d'émission, très rapide. Nous avons l'armoise qui est l'Artemisia vulgaris, toute simple, qui est l'armoise en France, et l'Artemisia annua, à deux annuella, qui pose un petit problème. Artemisia, c'est marrant, ça me rappelle beaucoup aussi Artémis, qui est une déesse, déesse des païens et mère des sorcières. C'est peut-être pour ça que l'Organisation mondiale de la serrure ne veut pas qu'on utilise des herbes de sorcières. Artémis, elle s'appelait parfois Artemisia Eletia dans la cosmologie antique grecque. Artémis est la déesse des païens et la mère des sorcières. Elle est la femme sauvage qui court avec les loups. Elle est la déesse de la lune. Elle est la mère de toutes les créatures. Elle est la chasseresse. Elle est la sage femme. Elle est celle qui guérit par les plantes. Cela pourrait sembler une incohérence qu'elle soit la déesse de la vie tout autant que de la mort, mais Artémis est une déesse chamane. C'est elle qui confère à Chiron le centaure, un thérapeute et enseignant réputé, le coffre de médecine contenant des espèces d'armoises médicinales et magiques, et tout chaman qui sait guérir cette oxyre. Alors vous avez dit, elle contient le coffre des médecines contenant les espèces d'armoises médicinales et magiques d'Artémis. Nous allons passer à Artemisia. Artemisia, cette plante qui est tellement contestée par l'Organisation mondiale de la sûreté et de la serrure, ainsi que par la France, puisqu'il semblerait qu'elle ne soit pas exactement ce qu'on attend en période de pandémie. Pour cela, nous aurons l'interview du président de Madagascar. Écoutons tout de suite Raphaël Colicci, interviewé par Thierry Casasnovas. Bonne écoute à toutes et à tous. C'est parti. Ah, salut Raphaël. Bon, on est dans l'antre d'un résistant, d'un combattant. Oui, depuis longtemps, depuis 50 ans. Depuis 50 ans, combattant pour la vie. Tu me parles même de désobéissance civile par certains côtés. Je suis désolé d'en arriver là. C'était pas mon but, mais voilà, on a beau expliquer scientifiquement pourquoi les cépages interdits n'ont pas lieu d'être. Voilà, ils ne rendent pas fous. Pourquoi les fruits et légumes qu'on a sauvegardés, eh bien, ils n'ont provoqué aucune intoxication. Pourquoi aujourd'hui, en plein Covid-19, pourquoi l'Artemisia est écartée de tous les traitements en France? Eh bien, on marche sur la tête. Et donc toi, tu vas nous montrer un petit peu ce que tu fais ici. Voilà. Ça marche, on te suit. Bon, le son n'est pas parfait, mais... Alors, là, tu es venu aujourd'hui pour voir mes plantations d'Artemisia. Alors, là, voilà, j'ai semé il y a 8-10 jours de l'Artemisia. Donc Artemisia annua. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus de cette plante parce que... Ah, mais j'ai beaucoup à dire là-dessus. Ah ben non, vas-y, fais-toi plaisir, on est là pour ça. Alors, donc, tous les jours, dès que j'ai un petit moment, je fais ça. Hop, j'en prends une petite touffe
Et chaque micro-plante, comme ça, je la mets dans un godet et je crée une nouvelle plante que j'offre. Alors, soit ça pour ceux qui ne savent pas cultiver, sinon je préfère offrir des graines parce que j'ai tellement de travail. Et voilà. Alors, on va continuer sur l'artémisia. Ok. Ah oui, parce que là, il y a les plants qui sont en train de pousser. Voilà. Donc, là, c'est ceux que j'ai fait hier. Alors, ils battent de l'aile Le temps de la reprise. le temps de la reprise, mais là, déjà, ils vont mieux aujourd'hui. Celui-là, il commence à être très beau, là. Oui, voilà. Celui-là, je l'ai repris parce que le vent l'avait couché. Donc, tu vois, l'avait couché. Voilà. Et donc, voilà, là, au milieu de tout, là, par exemple, j'ai greffé un oranger extraordinaire. C'est un oranger qui s'appelle l'oranger fraise. C'est une orange sanguine, mais elle a vraiment une concentration d'anthocyanes importante et elle est magnifique. Elle est sucrée, elle est pleine de délices. Voilà, donc ça c'est un aparté. Mais là il y a toutes sortes, il y a du tabac, il y a l'artémise qui, ça y est, elle démarre. Donc l'artémisia, parlons-nous-en un petit peu. Voilà. Pourquoi particulièrement avec la crise actuelle, pourquoi est-ce que cette plante pourrait avoir un intérêt pour nous? Alors, l'histoire de l'artémisia, c'est que bon, alors là, tu vois, là, je les ai fait ce matin, mais le vent a séché un peu, mais il suffit que je les arrose et ça va repartir. Alors, il y a une dizaine d'années, moi, j'aime bien faire des échanges. Premièrement, de culture, des échanges humains. Et j'étais allé dans le sud du Sénégal pour voilà, aider une communauté agraire qui voulait développer des choses, en particulier tout ce qui touche aux fruits ayant bien sûr des alicaments pour pouvoir valoriser. Là, je leur avais proposé de faire des yuzu, mais tout de suite, je me suis rendu compte que les systèmes, les administrations, elles étaient toujours dans les mêmes productions. Et puis, j'ai découvert l'efficacité de l'artémisia. En plante médicinale. En plante médicinale, j'étais dans une petite ville à la campagne en Casamance, et bien sûr, le palu est en permanence une menace de mort pour ces populations. Et il faut que vous sachiez qu'il y a 300 millions de personnes qui sont touchées et qu'il y a 405 000 morts par an à cause du palu. Et bien sûr, Novartis, pour ne pas les nommer, mais plein de labos, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des médicaments, ils prétextent que maintenant leurs anciens médicaments ne marchent plus, il faut des nouvelles molécules, et dissuadent les pauvres gens d'utiliser leur pharmacopée locale. Et l'artémisia annua a vraiment une capacité antivirale, antipaludéenne et antifébrifuge, parce que moi je les ai vus, les gens, ils tremblaient de fièvre, ils avaient de la bave, enfin, c'était vraiment une souffrance atroce. Et en quelques heures, les tisanes d'artémisia, j'ai vu de mes yeux, sinon voilà, je ne peux pas en parler vraiment. Et d'avoir vu ce soulagement, je me suis dit, je vais essayer ça en France, parce qu'apparemment, c'est assez rustique et ça supporte tous les climats, même le froid. Et pendant 4 ans, je n'avais pas pensé à prendre des graines sur moi, parce que ce n'était pas l'époque des graines, et je savais qu'on pouvait en trouver en France. Pendant 4 ans, j'ai planté artémisia, ça n'a jamais levé, alors que ça lève, mais comme de la mauvaise herbe. Hein. Et bien parce qu'en France, vu qu'ils l'avaient interdit, ils avaient stérilisé les graines. Ah, donc les graines que tu trouvais en France, c'était... Et voilà, et j'y arrivais pas. Et un jour, vu qu'on fait toujours des échanges, là on avait reçu des Africains avec les semences paysannes à Pau, et des Maliens et des Nigériens m'ont offert, on faisait des échanges de graines, et j'ai dit, ben moi, voilà, je veux bien essayer vos graines, voilà. Et là, depuis, c'est très prolifique, c'est très rustique. Alors, cette variété, c'est adapté à mon biotope. Hein, vous voyez que la plante, malgré
ces indications, je peux parfois même peut-être perdre les principes actifs, si elle n'est pas assez ensoleillée. Alors, mais moi, vu que c'est un terroir rustique, vu qu'il y a peu de sol, la terre est pauvre, donc elle s'y plaît. Je vous ferai voir tout à l'heure dans mes cultures en champ, eh bien, quand j'ai fait la récolte, j'ai récolté dans des grands draps les graines, mais quand je fais comme ça a volé sur le chemin, où je passe en voiture. Eh ben, elles ont poussé quand même. Il a fallu la pioche pour que je les déterre. Donc, non, mais pour vous dire que... Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites en Asie avec l'artémisia pour le coronavirus, avec des résultats, des premières expériences qui étaient quand même très encourageants et qui pourraient, on pourrait se dire, ça vaut le coup quand même d'aller voir de ce côté-là. Alors, voilà ce qui s'est passé au mois de janvier. Mon ami, le cinéaste Jean-Yves Billien, qui fait beaucoup d'enquêtes sur toutes les médecines abandonnées ou les médecins qui ne peuvent pas exprimer leur savoir-faire, eh bien voilà, il fait des documentaires admirables, il fait vraiment un travail de fond, et il a découvert le professeur Raoult. C'est lui le premier qui l'a mis en lumière sur les réseaux sociaux, etc. Et comme on est assez intime, il me dit: Raphaël, je vais aller voir un professeur, là, c'est fantastique, il arrive à soigner, là, il a des clients, assez simplement, avec des médicaments. Et quand il est revenu de son film, il m'a dit, voilà, il emploie l'hydroxychloroquine, et un antibiotique, et il est très satisfait. Et quand il m'a dit hydroxychloroquine, vu que c'est un antipaludéen, je me suis dit, mais attends, l'artémise, c'est un antipaludéen, et si ça faisait le même travail? Mais voilà, moi j'ai tellement de travail dans les champs, de partout, avec les associations, j'ai pas le temps d'aller voir des vidéos, des machins. Mais une annonce, quand les Chinois ont eu terminé leur pandémie, ils ont commencé à livrer leurs secrets. Et j'ai vu vaguement un titre dans la presse, voilà, qu'ils avaient mis aussi des plantes. J'ai essayé de le savoir, et en fait, il y avait au moins 60% d'artémisia dans leurs plantes. Alors, c'est normal, l'artémisia, il y a 2000 ans, faisait partie de la pharmacopée de la MTC, de la médecine traditionnelle chinoise, et c'est juste que le peuple chinois puisse en bénéficier. Et là, je me suis dit, attends, j'ai des centaines de milliers de graines, moi j'ai trop de travail, je fais juste des allées pédagogiques où depuis 6 ans je montre, je fais toucher, je dis aux gens de se faire des tisanes. Alors, je dois vous avouer quelque chose, peut-être que je n'ai pas le droit de le dire, mais si j'ai eu cet intérêt il y a une dizaine d'années pour Artémisia, c'est pas pour le palu. Parce qu'ici on n'a pas le palu. C'est parce que cette plante est capable, d'après pas mal d'études, et je sais que c'est controversé, mais ça fait rien, pour moi c'est une piste, eh bien elle est capable de mettre en apoptose les cellules cancéreuses entre 8 et 16 heures. Voilà. Et maintenant, les scientifiques... Eh bien, c'est vraiment de tuer les cellules cancéreuses. Alors, j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de recherche? Alors, in vitro. Mais pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi on n'essaye pas, voilà, sur d'autres supports? Pourquoi on n'essaye pas avec les êtres humains qui sont malades? Et il y aurait des volontaires, parce que c'est une plante sans effet secondaire. Et donc, voilà, j'ai été atterré par aucun centime pour la recherche, pour cette plante. Heureusement, Madame Vernet a fondé la Maison de l'Artémise. Mes amis malgaches, ça fait 4 ans que je dois y aller, mais je suis tellement débordé à chaque fois. Et l'an dernier, avec le docteur Tal Chaler, je devais le rejoindre, et il y a eu la peste. Donc, ça sera reporté à l'année prochaine, s'il n'y a pas de coronavirus encore. Et donc, à Madagascar, voilà, j'ai des amis qui font des projets agricoles avec l'artémise. Et ça marche, et ils sont contents. Et là, cerise sur le gâteau, la semaine dernière, le président malgache annonce qu'il va donner à son peuple, ou vendre, je ne sais pas, une boisson à base d'artémisia. Alors j'ai eu la chance de pouvoir envoyer un mail à Jérôme, le médecin qui a mis ce cocktail au point, c'est un Congolais, et qui fait en sorte que voilà, l'artémisia ne soit pas reléguée loin derrière les autres possibilités. Alors, que dire de plus? C'est que je vous ai donc parlé du palu,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut utiliser cette plante pour inhiber la prolifération cellulaire de différents cancers. Il s'est avéré qu'un des cancers sur lesquels elle marche bien, c'est l'estomac. Parce que, effectivement, cette plante a un mucilage qui arrive à tapisser les parois du tube digestif. Mais on dépense des millions pour les vaccins contre le corona. On dépense des millions pour des nouveaux médicaments contre le palu. Et pourquoi on ne mettrait pas quelques sous sur cette plante magnifique qui n'a besoin d'aucun engrais, qui n'a pas besoin de traitement, qui s'offre à nous, qui s'offre à des peuples qui sont pauvres. Et heureusement qu'ils ont été, les labos, dans leur logique de l'argent, ce qui fait que les peuples africains, malgaches et autres, ne pouvaient pas se payer même pas de la chloroquine. Eh bien, ils sont retournés, parce que les femmes dans les villages, elles se sont mis à planter, elles disent tiens, prends la tisane. Voilà. Ils disaient j'ai la tisane. Ils disent même plus Artemisia, ils disent la tisane. Donc voilà, c'est fantastique. Et là, le problème, c'est qu'en France, par exemple, de l'artémisia, moi, j'en avais parlé à quelques personnes autour de moi. J'ai dit, tiens, c'est peut-être intéressant, tu vois, à tester, à expérimenter, mais on n'en trouve nulle part. Voilà. Il y a out of stock partout. Et puis, Thierry, permets-moi d'être sceptique, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je m'occupe de la biodiversité, et le système financier récupère tout. Le système financier, les multinationales ont récupéré le bio. Ils nous ont récupéré nos graines anciennes. Un exemple typique que je vois tous les jours avec mes amis jardiniers paysans. Ah ben tu vois Raphaël, toi là cette année j'ai acheté la cœur de bœuf. Hein. Bon, j'ai dit mais ta cœur de bœuf c'est un OGM ou c'est un F1. Ça n'a pas de goût. Il faut retrouver la vraie semence. Et pourquoi je me bats pour que nous retrouvons ces vraies valeurs en fait et retournons à la semence véritable qu'ont sélectionné nos aïeux depuis des siècles, parce qu'il faut qu'elle soit capable de produire des légumes et des fruits vivants. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est de la matière. C'est de la matière inerte, pratiquement. Sans goût, en plus. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est éveiller nos papilles, c'est créer de l'ocytocine, parce qu'on est heureux de manger. T'as vu, à midi, voilà ce que t'as mangé, t'as vu. C'est simple, mais voilà. Ça réveille les papilles, donc. Accueilli royalement. Non, mais simplement. Hein. Voilà, on n'a pas tué le mouton, on a simplement pris des végétaux souvent sauvages. On a terminé avec une glace à l'azimine. Voilà, bon. Fruits fabuleux, là encore. Voilà. Donc, on peut se faire plaisir, on peut rester en santé. Hein, on ne parle pas de soigner, parce que nous, on n'a pas le droit de soigner. C'est réservé à une caste de soigner. Et donc, nous, on veut de la santé. Et actuellement, des gens souffrent, des gens sont en détresse respiratoire, et il n'y a aucune prévention. Le corps médical reste sans voix. Ils disent restez chez vous. À des gens qui ont des symptômes. Hein, ils toussent, ils ont de la fièvre. Bon, c'est bien. Hein, je loue vraiment les compétences de nos collègues infirmiers, de tous ces médecins qui se dévouent. Mais voilà, il y a quand même un vide. Et alors, nous, on propose des choses simples. Une plante qui pousse partout, faites de la tisane. Ben vous verrez, voilà. Oui, mais alors la question qui vient immédiatement, c'est les graines, il n'y en a nulle part. Ben oui, mais moi j'en donne tous les jours. Tous les jours je fais des pots, tous les jours je donne des petites plantes. Malgré que je suis en retard dans mes cultures, malgré que j'ai 1000 choses à faire, je dis il faut faire connaître cette plante. Voilà. Oui, il faut la disséminer. Il faut, voilà. Et là, voilà. Et donc je me suis engagé avec des journalistes, il va y avoir des articles. Et j'ai laissé mon mail, tant pis, ça va me faire des timbres à payer, mais voilà. Et je vais envoyer des graines. Bientôt, les marchés vont reprendre. Mes amis de semences paysannes, des semeurs du Lot-des-Voix vont distribuer sur leur stand toutes ces graines. Et donc, c'est important que voilà, on puisse pérenniser ces cultures et puis à eux de prouver que c'est dangereux. Moi, j'en ai marre de préserver la biodiversité qui est notre patrimoine français, et on passe pour des bandits, alors qu'on fait un travail de fond,
je ne sais pas moi, de mémoire. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'autonomie alimentaire, manger du vivant, manger des choses qui n'ont pas d'effet secondaire. Le professeur Raoult, c'est un résistant. Il a eu raison de prescrire la chloroquine et son antibiotique. Parce que en plus, il a tué la bactérie qui est la pétévola qui va en plus incendier les poumons. Mais voilà, même la chloroquine, ça a quand même des effets secondaires. C'est de la chimie. Ça peut remplacer la chloroquine. J'ai pas le droit de le dire, je sais, mais pourquoi on n'essaye pas? Tu te places sur de la prévention et de la santé. Voilà. Tu te places sur la prévention et de la santé, non pas du traitement. Et pourquoi curatif. toujours les œillères? Pourquoi? Voilà. Alors, j'ai beaucoup d'amis médecins qui sont bienveillants, qui m'ont pris des plans, qui sont en train d'essayer. Voilà. Je ne condamne personne. Tout le monde fait comme il peut. L'État fait ce qu'il pouvait aussi, mais quand même, il y a des lacunes. On ne laisse pas des gens dans la peur comme ça. Voilà. Moi, j'envoie ça, j'envoie quelques gouttes de lavande pour décontracter le plexus. Des gens qui souffrent, j'essaye de pallier au plus pressé. Mais voilà, si en plus on doit être condamné parce qu'on essaye de calmer le jeu, parce qu'on essaye que les gens mangent de la santé, au lieu de s'intoxiquer avec l'industrie agroalimentaire où on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien il y a de conservateurs, combien il y a même des antibiotiques dans certaines viandes. C'est même dangereux. C'est dangereux. Mon ami Pierre Rabhi, souvent, dans ses conférences, il dit, mais quand on passe à table, il vaut mieux se souhaiter bonne chance que bon appétit. Et c'est vrai, on ne sait plus quoi manger. Voilà. Mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, et cette pandémie doit être aussi révélatrice de ce changement de cap où les gens doivent se prendre en main. Il faut faire un jardin. Les semeurs, nous, on vous donne des graines. Vous pouvez les collecter à vos voisins. Il faut faire... là, ce n'est pas un acte de désobéissance, mais pour moi, c'est quand même une subversion. Voilà. Nous, on a créé la fruit invasion dans les petits villages et dans les villes. On plante dans des lieux où il y a de la bonne terre, où les municipalités ne plantent pas, mais on le fait en général avec l'accord. Mais partout, il faut mettre des légumes, partout, il faut mettre des fruits pour que les gens se nourrissent et qu'on arrête d'importer des fruits, des aliments à l'autre bout du monde. Parce qu'il n'y a plus de vitamines dedans, il n'y a plus d'antioxydants, et surtout, c'est mort. Puisque déjà, ça fait un mois que le fruit ou le légume, il est parti. Et donc ça fait des systèmes immunitaires qui ne fonctionnent pas à leur optimum. Et pourquoi je m'efforce de dire aux gens de planter? Déjà, c'est un acte qui va vous relier à notre terre-mère. Deuxièmement, vous allez avoir cette joie immense de prendre le fruit, de l'amener à vos chakras, à votre corps. Voilà. Et là, c'est l'union corps, âme, esprit. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas le luxe, on demande la simplicité que nous offre la nature. Merci Raphaël. Ah, voilà les plants d'Artemisia. Voilà, donc là on vient de les planter, donc on a donné un petit coup d'arrosage et ça va devenir au moins sur 81 mètres de large et jusqu'à 2 mètres de haut. Mais ici, bon, on a très peu de terre, donc ça sera plutôt 1,50 m, 1,60 m. Et là, tu vois, on vient de traverser un pré avec de l'herbe, il y a les animaux. Donc tu as dit, mais est-ce qu'il y a des tiques? Bien sûr qu'il y a des tiques. Donc, qui dit tique, dit maladie de Lyme. Eh bien, une des grandes ressources d'Artemisia, avec sa molécule artémisine, eh bien, c'est d'être efficace aussi dans la maladie de Lyme, parce qu'il y a tout un côté inflammatoire dans la maladie de Lyme qui peut être atténué avec cette plante. De toute façon, cette plante a des actifs qui sont intéressants parce qu'ils sont très biodisponibles. Très vite, les principes actifs de cette plante traversent tout le corps, même le cerveau. Voilà. La barrière hémato-encéphalique. Voilà, c'est ça l'intéressant. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que elle agit sur l'intestin. Et ça, c'est intéressant quand on sait que beaucoup de nos maladies
pour début ou pour, voilà, comme foyer de réceptacle l'intestin, et les parois de l'intestin sont assainies. Par exemple, des crampes musculaires peuvent être atténuées avec cette plante. Il y a voilà, l'immunité, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est pas une panacée, mais presque. À peu de frais. Voilà, alors, là, c'est ceux que j'ai fait il y a 2 mois. Et puis là, c'est des semi-directs. Regardez, il y en a des milliers et des milliers. Regardez, tout ça, c'est de l'artémisia. Regardez, tout ça, là, j'y marche dessus, ça va pousser. Là, sur le chemin, j'en ai pris. Quand j'ai battu les graines, vous voyez, avec... ah ben, les branches sont là-bas. Et donc, partout, là, c'est de l'artémisia qui pousse. Alors, il va falloir que je les divise. Donc, voilà, je ferai encore des pots avec tout ça. Voilà. Ça, c'est un endroit où il y avait quelques pieds l'année dernière. Et regardez, je n'ai pas planté. Ça repousse. Donc, vous voyez, c'est une plante qui n'est pas pérenne, mais elle a quand même cette faculté à se reproduire. Et là, c'est pareil. J'avais mis des blés très anciens que nous avaient apportés des Syriens, donc des blés de la Mésopotamie. Voilà, ils ont repoussé tout seuls. Alors, mon but, ce n'est pas d'avoir des champs et des champs d'artémisia. Hein. Mon but, c'est de dire, ah ben voilà, cette plante est merveilleuse, nous pouvons faire des essais thérapeutiques, vous allez faire des tisanes, vous allez essayer pour vous-même. Voilà, c'est à de futurs ou des agriculteurs de planter ça quand ça sera légalisé, de faire des productions de semences paysannes, et voilà, et non pas des immenses cultures de centaines d'hectares comme ils veulent faire. Ensuite, moi j'ai fait des teintures mères, j'ai fait avec des percolatures, avec des macérations. Là, je suis en train d'étudier, je t'ai fait voir le bocal, les racines, mais toujours avec un même principe. Hein, comme j'ai fait pour la grenade, comme j'ai fait pour... Voilà, je fais des totems. Souvent, les labos ou l'industrie agroalimentaire va extraire une molécule d'une plante intéressante. Au mieux, il va acheter la plante à des paysans, mais souvent, et c'est le cas aussi de l'artémise, eh bien, la semaine dernière, un chercheur m'a dit, ça y est, on vient de faire une artémisine artificielle sur une base de levure. Et donc, ils prennent un seul principe actif et qu'ensuite ils le reproduisent de manière artificielle. Voilà. Alors, je trouvais déjà nul de prendre que le principe actif parce que c'est l'enlever de son milieu natif. Et vous savez que ce qui fonctionne, c'est les synergies. C'est pas que le principe actif lui-même. C'est qu'il est mu par d'autres principes actifs qui sont autour, elle baigne, l'artémisine baigne avec d'autres molécules qui l'activent. C'est comme l'eau de mer avec l'échelle de Mendeleïev. Eh ben, il y a 105 oligo-éléments, mais même si le zinc est en petite quantité, ou le chrome, etc., il va fonctionner sur nos cellules parce qu'il est en osmose et parce qu'il est en équilibre et en adéquation avec toutes les autres molécules. Voilà. Et j'y tiens parce que c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que j'ai appris il y a 47 ans quand j'ai débuté. J'ai eu la chance de rencontrer le médecin de la reine d'Angleterre qui était un grand homéopathe et il m'a appris à travailler dans la globalité, la médecine globale, et à travailler avec les totems. Et j'applique ce principe de l'homme total et de la plante totale. Et la tisane, je préconise que quand vous coupez vos feuilles de tisane, vous coupiez la plante avec, si possible, un peu de fleurs, si possible, un peu de branches, vous voyez. Bon ben, là, par exemple, c'est celle de l'année dernière. Eh bien, vous coupez là. Vous avez dans l'écorce des principes actifs très intéressants, dans les boutons floraux de la fleur aussi, voilà, et les feuilles bien sûr, puisque c'est les feuilles qui sont en plus grande quantité. Et donc, en faisant avec ce principe de respect de la plante, dans sa globalité, voilà, vous allez recevoir le maximum de ce que veut vous donner cette plante miraculeuse. Merci Raphaël Colicci, C-O-L-I-2-C-I. Sur la chaîne YouTube Artemisia Collège.
Et des remerciements à Thierry Casasnovas pour ce reportage instructif et pratique. http://ecobioattitude.org. Le site de Raphaël et Babette Colici s'appelle Oléaterme, la ferme qui soigne. https://www.oleaterme.com OLEATHERM.com. Une vidéo de Christophe Bernard, comme le prénom, Construire notre indépendance avec les plantes. Bonjour, je voudrais démarrer une discussion avec vous sur le sujet de devenir plus indépendant pour tout ce qui touche à notre bien-être, avec la possibilité d'aller vers l'autosuffisance en ce qui concerne les plantes médicinales. Voilà, tout un sujet. Alors je suis de plus en plus convaincu que les plantes auront un grand rôle à jouer dans notre futur. Vraiment, nous aurons des crises à traverser et nous serons amenés à prendre plus de responsabilités en ce qui concerne notre santé, et les plantes vont jouer un très grand rôle dans ce contexte. Alors le but, c'est pas forcément de construire une indépendance totale non plus. C'est très compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Certains y arrivent pour pas mal de choses. Ils sont indépendants d'un point de vue énergétique peut-être ou alimentaire. Ils se sont construits leur habitation. Ils sont indépendants pour l'eau, pour l'alimentation, avec une grosse culture potagère, etc., etc. Alors moi, ça m'impressionne toujours beaucoup parce que je suis loin d'en être à ce niveau-là. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas forcément de se fixer ces objectifs-là non plus, je ne veux pas vous effrayer, mais on parle de commencer à bâtir la connaissance et l'expérience, voilà, qui feront qu'un jour, on saura quoi faire si le besoin arrive. On connaîtra les gestes importants. Voilà. Alors je vais vous donner mon propre exemple avec le potager. Voilà, je suis loin d'avoir une indépendance alimentaire totale, très loin même. Mais ces 10 dernières années, j'ai appris à jardiner. Voilà, j'ai appris à faire mes semis, j'ai cultivé les plantes potagères de base, tomates, aubergines, courgettes, poivrons, salades, choux, etc., etc. De telle manière que si un jour je dois faire ces légumes à plus grande échelle, je saurais faire. Voilà. Ben, c'est exactement pareil pour les plantes médicinales. Je vais vous présenter différents axes à développer dans les années qui viennent. Pas pour devenir totalement indépendant dans chacun de ces axes, ça ne serait pas réaliste, mais pour commencer à acquérir les connaissances de base qui font que si un jour vous devez vraiment vous y mettre, vous aurez les compétences nécessaires. Alors pour information, je vous ai préparé un résumé de ces différents axes dans un fichier PDF que vous pouvez télécharger sur mon site, un petit guide si vous voulez, pour que vous arriviez à démarrer ce projet sur de bonnes bases, totalement gratuit bien sûr, donc pas besoin de prendre de notes, le lien vers l'article se trouve dans la description de cet épisode et tout en bas de l'article vous verrez le lien de téléchargement pour le PDF. Alors voici les différents axes de travail que je vous propose, il y en a 7. Savoir identifier les plantes utiles dans la nature. Numéro 2, savoir cultiver les plantes utiles au jardin. Et on va parler aussi du balcon. Numéro 3, répertorier les cultivateurs et les producteurs autour de chez vous. Numéro 4, répertorier les magasins qui vendent des plantes autour de chez vous et qui peuvent aussi vous fournir un conseil. Numéro 5, se former sur l'utilisation des plantes pour le bien-être physique et émotionnel. Numéro 6, connaître des gens qui pratiquent et qui peuvent vous guider. Et numéro 7, le but ultime, c'est pratiquer par vous-même sans prendre de risques bien sûr pour aider votre entourage. Donc on va maintenant passer chacun de ces axes en revue. Chaque axe a son importance. Alors axe numéro 1, savoir identifier les plantes utiles en nature. Alors c'est un point absolument clé pour notre indépendance. Et en général, il faut plusieurs années pour vraiment se sentir à l'aise avec la reconnaissance des plantes. Et là, franchement, pas de secret, il faut sortir avec des gens expérimentés. Alors oui, bien sûr, vous avez des livres, vous avez des applications sur vos smartphones, il y a des groupes Facebook dans lesquels vous pouvez poster une photo, on va vous aider à reconnaître la plante. Et d'ailleurs, dans le petit livret PDF, je vous ai mis la liste des applications téléchargeables et des groupes Facebook que j'ai recensés. Il y en a probablement d'autres, mais moi j'ai ma petite liste. Alors tous ces outils sont utiles, c'est clair, mais au final, il faudra toujours sortir avec des gens qui vont vous montrer la différence
entre le lamier blanc et l'ortie par exemple. Une différence qui deviendra évidente une fois que vous avez vu et surtout que vous avez touché ces deux plantes. Mais lorsque vous débutez, ça sera peut-être pas évident. Voilà, il faudra que quelqu'un vous prenne la main et vous montre. Et ce quelqu'un, il fait probablement partie d'une association de reconnaissance de plantes près de chez vous. Voilà, il y en a de très nombreuses dans tous les pays, il y en a de plus en plus même je dirais. Et en général, ce sont des associations qui se concentrent sur les plantes sauvages comestibles. Mais en principe, lorsqu'on connaît bien les comestibles, on connaît aussi les médicinales les plus utiles. Voilà. Donc ce sont des gens qui pourront vous aider. Alors faites des recherches par internet, demandez à vos amis, allez voir dans les parcs naturels près de chez vous, allez voir dans les syndicats d'initiative aussi, et vous allez voir, vous allez probablement trouver des associations. Alors, on doit payer une petite cotisation, bien sûr, c'est normal, mais le prix est très correct pour la valeur que vous allez en retirer. Et puis, on vous proposera des sorties, en général, le week-end, pour aller à la rencontre des plantes sauvages en nature dans votre région. Et si vous ne connaissez pas encore ce genre d'activité, vous allez voir, si vous aimez la nature, je vous garantis que vous allez adorer. Il y a un petit peu de marche, il y a pas mal de botanique, on apprend à reconnaître les plantes avec voilà, des petites loupes, etc., etc. Super intéressant. Et notez au passage que je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit aller ramasser des plantes sauvages. C'est pas possible. Voilà. Ceci pour deux raisons. La première, c'est que si on s'y met tous là aujourd'hui, la nature ne pourra pas supporter cette vague. Et la nature, elle est assez stressée comme ça aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on se met à la ramasse sauvage, on ramasse toujours beaucoup trop au départ. Beaucoup trop. C'est l'enthousiasme du débutant. Voilà. On gâche des ressources qui sont précieuses. Et en général, vous remarquerez qu'au plus le ramasseur a de l'expérience, et au moins il ramasse. Et je ne parle pas ici du ramasseur professionnel, bien sûr, c'est son travail, il en a fait son métier, il doit ramasser certains volumes, certaines quantités. Je parle du ramasseur amateur. Donc je répète, au plus on sait ramasser, au plus on apprécie les ressources naturelles et au moins on ramasse. Parce que le but ici, c'est pas de remplir son panier, c'est de se remplir les yeux, le nez et sa tête aussi. C'est d'accumuler le savoir, ça c'est bien. Hein, le but ici, c'est se préparer pour le futur. Voilà, on ramasse juste assez pour apprendre et pour expérimenter. Axe numéro 2, savoir cultiver les plantes utiles au jardin. Alors personnellement, je me suis vraiment mis au jardinage il y a une dizaine d'années et je peux vous dire que ça a été un bonheur assez incroyable lorsque je m'y suis mis. Comme je dis toujours, il y a un truc assez animal, remuer la terre, et un truc assez magique de faire germer des graines et de suivre les plantes au travers des différents stades de développement. Et quand je parle à d'autres personnes qui se sont mises au jardinage aussi, elles me racontent exactement la même chose en fait. Et la question c'est toujours pourquoi on ne s'y est pas mis plus tôt. Alors c'est un travail, attention, c'est sûr, hein, je ne veux pas non plus vous donner une version trop exaltée et déconnectée de la réalité. C'est un travail, un vrai travail. Et parfois personnellement, j'ai beaucoup trop fait au jardin et je me suis rendu esclave du jardin. Et ce n'est pas le but non plus, bien sûr. Donc chacun doit trouver son équilibre. Mais voilà, quel bonheur de s'y mettre et de voir que vous pouvez produire ce qui nourrit et ce qui soigne aussi. Certains d'entre vous habitent un appartement. Et j'ai discuté avec des gens qui ont découvert les jardins partagés, hein, dans les grandes villes par exemple, qui ont un petit carré qu'ils vont cultiver le week-end. Ils vont passer quelques heures au jardin communautaire pour discuter avec d'autres amis jardiniers. C'est sympathique. C'est un moment de rencontre. Et on en trouve même dans les grandes villes de ces jardins-là, du moins dans certains quartiers. Je sais que ce n'est pas le cas de partout et que peut-être certains d'entre vous n'auront pas accès à ce type d'endroit, mais ça se fait de plus en plus. Et lorsque je parle de jardins partagés dans les grandes villes, parfois la réaction est immédiate. On va me dire, c'est stupide de cultiver dans une zone polluée. Alors, je ne partage pas ce point de vue-là du tout. Rien n'est parfait aujourd'hui. Rien. Et la recherche du parfait va mener souvent à une seule chose, c'est l'immobilisme. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à Paris, dans un jardin partagé, dans des conditions qui ne sont peut-être pas idéales, mais pensez au long terme. Voilà, peut-être qu'un jour, vous serez ailleurs, dans un endroit moins pollué, et toute cette expérience que vous avez développée dans le petit carré de jardin partagé, hein, qui n'était pas parfait, eh bien, tout ça, c'est acquis. Voilà, n'oubliez pas qu'on parle ici d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit jardin partagé ? Eh bien, on va cultiver nos premières médicinales.
quelques pieds de basilic entre les tomates peut-être, un basilic, plante condimentaire, mais grande plante médicinale aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé une infusion de basilic frais pour des crampes digestives ou des crampes menstruelles. C'est vraiment excellent. De la mélisse, une infusion de mélisse fraîche pour des périodes de stress avec anxiété, c'est fabuleux et puis c'est délicieux à boire. La camomille matricaire pour les petits dérangements digestifs. Les fleurs de souci pour les problèmes de peau, pour faire des macérats huileux. Et puis peut-être un petit peu plus tard, de l'échinacée, de l'aunay, de l'agripomme, des plantes que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui, du moins pas encore. Et cette culture va aussi vous permettre d'apprendre à reconnaître en fait ces plantes-là dans la nature. Parce que là, vous les avez découvertes dans un environnement contrôlé au jardin. Voilà, vous avez pu voir la plante de la petite plantule jusqu'à la plante mature. Vous avez pu voir les différents stades de développement. Vous avez pu voir les feuilles, les bourgeons, les fleurs, les capsules de graines. Et après, vous allez encore mieux les reconnaître en nature. Ça, c'est bien. Pour vous donner mon exemple, une des premières plantes que j'ai cultivées au jardin, c'était la guimauve. Et je ne l'avais jamais vue en nature avant, mais une fois que je me suis familiarisé avec au jardin, j'ai pu enfin la voir dans la nature. Et le jardin m'a aussi permis de reconnaître de nombreuses plantes en nature lorsqu'elles sont absolument minuscules, qu'elles viennent juste de sortir, parce que j'ai fait beaucoup d'expérimentations avec la germination de toutes ces plantes médicinales. J'ai pris beaucoup de photos, je les ai observées. Donc pour moi, ça c'est une compétence qui est vraiment très utile. Si vous voulez commencer avec quelques plantes sur un balcon, c'est tout à fait possible. J'ai vu de très jolis bacs sur des balcons avec à la fois quelques potagères et quelques médicinales. Alors c'est beaucoup plus limité bien sûr, et puis pour les plantes médicinales racines, c'est plus complexe. Mais si on n'a que ça, pourquoi ne pas commencer avec? Et puis si on n'a pas accès ni au jardin partagé et qu'on n'a pas de balcon, bien sûr cet axe-là devra attendre un petit peu plus tard. Mais pour moi c'est un axe qui est absolument clé, critique pour qu'on arrive à retrouver notre indépendance. L'axe numéro 3, c'est répertorier les cultivateurs et les producteurs de plantes médicinales autour de chez vous. Parce que on peut essayer de devenir indépendant, mais on peut aussi apprendre à travailler avec des personnes qui font ce dont on a besoin, qui produisent ce dont on a besoin. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a probablement des centaines de producteurs de plantes médicinales dans votre pays. Typiquement, dans le passé, c'était des producteurs qui vendaient à des négociants ou à des laboratoires pour un prix qui était ridiculement bas. Alors aujourd'hui, grâce à Internet, les choses commencent à changer. Ce sont des gens qui vendent de plus en plus en direct. Et ça, c'est vraiment précieux parce que vous avez le lien direct entre l'homme, la plante et puis votre tasse. Alors bien sûr, il faut que le producteur s'engage à travailler dans le respect de la plante et de l'environnement. Donc label bio, label nature et progrès, label syndicat simple si vous êtes en France. Parfois vous pourrez visiter l'exploitation et aller voir comment le producteur travaille. Et ça bien sûr c'est toujours très parlant. Et si vous regardez le catalogue des plantes et des prix et que vous avez ce réflexe de dire c'est cher, chose que j'ai souvent entendue, je répondrai deux choses. Numéro 1, qui vous a mis en tête qu'un produit de qualité devait être bon marché? Passez commande avant de juger et vous verrez la différence entre une plante bon marché, qui a été broyée en minuscules morceaux, méconnaissable, qui n'a plus ni de couleur ni d'odeur, et comparé avec ce que vous allez recevoir. Voilà, vous allez voir la différence. Et numéro 2, allez passer une journée avec ces producteurs. Voir ce que ça veut dire de tout faire, de retourner la terre, de faire germer, d'entretenir une parcelle, de ramasser, de faire sécher, d'emballer, de faire sa comptabilité. Voilà, on ne parle pas de plantes qui viennent au travers de grossistes et qui viennent d'Europe de l'Est. Voilà, on parle de plantes produites par des personnes qui font absolument tout de A à Z avec contrôle total sur la traçabilité. Voilà. Réfléchissez à ça et ensuite on peut parler des prix. Le gros avantage ici, c'est de pouvoir avoir un commerce de proximité. C'est de pouvoir passer un coup de fil à un producteur, lui demander si des fois il n'aurait pas de l'hysope, du sureau ou du thym parce que vous en avez besoin là tout de suite et on rentre dans une période d'infection respiratoire. Et oui, de pouvoir passer sur le lieu de production et récupérer les plantes directement et rapidement. Et notez aussi au passage que de nombreux producteurs connaissent bien la plante et pourront au passage vous aider à répondre à quelques petites questions, peut-être sur l'utilisation de la plante ou sa transformation.
Et ça, ça peut servir. Alors, comment répertorier ces gens-là? Faites des recherches sur Internet. Si ces gens-là commencent à avoir de plus en plus de boutiques en ligne, ça veut dire que vous allez pouvoir les trouver. Nous, en France, on a le syndicat Simple qui a fait une carte de producteurs. Je vous mettrai le lien vers la carte dans le petit PDF à télécharger. Mais n'oubliez pas non plus les producteurs qui ont un autre label et qui produisent aussi une plante fabuleuse, Nature et Progrès ou autre. Voilà, faites des recherches, faites des cartes de ces producteurs, partagez avec vos proches. Voilà, vous faites travailler le tissu local et vous vous préparez pour le futur. Axe numéro 4, répertorier les magasins qui vendent des plantes et qui peuvent aussi vous fournir un conseil. Et vous allez trouver de plus en plus de ces boutiques-là qui vendent des plantes, en particulier dans les grandes villes, mais on en trouve de plus en plus aussi un petit peu partout, même dans les villes plus modestes. Alors ce sont des gens qui achètent des plantes, soit à des producteurs locaux, soit à des grossistes en plantes. Donc, bien sûr, si ça passe par des grossistes et des négociants, on commence à s'éloigner un petit peu de la source. Et parfois, on a un petit peu des surprises côté qualité aussi. Mais d'un autre côté, on a des boutiques qui vendent des plantes absolument magnifiques et qui savent exactement d'où elles viennent. Donc tout va dépendre de la boutique, bien sûr, et de leur manière de s'approvisionner. Donc au final, vous savez quoi? Il faut passer les voir, il faut leur poser des questions, il faut discuter avec eux. Est-ce qu'ils ont des plantes bio ou pas? Est-ce qu'ils ont des plantes françaises ou pas? Si vous habitez en France. Et les deux gros avantages de ces boutiques, c'est d'abord le choix que vous allez avoir. Vu que la boutique passe par plusieurs fournisseurs, le catalogue est plus important que si vous allez directement au producteur. Voilà. Et puis vous aurez aussi souvent un bon conseil, parce que le vendeur a l'habitude qu'on vienne le solliciter pour des conseils. Ça fait partie du processus de vente. Et ça peut être utile. Donc, commencez à répertorier ces boutiques autour de chez vous, passez les voir pour discuter de leurs produits, faites quelques achats pour tester la qualité. Elles font aussi partie du tissu local et elles méritent qu'on s'y intéresse et qu'on les fasse travailler. Vous voyez, moi par exemple, je ramasse des plantes dans le sauvage, j'en cultive beaucoup et puis de temps en temps je passe mes commandes aussi. Je vais acheter mes plantes parce que soit j'ai plus de stock, soit j'ai pas le temps d'aller ramasser, soit ma plante n'est pas encore sèche et j'en ai besoin là tout de suite. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à s'associer, qu'on forme des réseaux locaux et que chacun fournisse son expertise. Axe numéro 5, se former sur l'utilisation des plantes pour le bien-être physique et émotionnel. C'est absolument essentiel. Voilà, c'est évident, vu que le but ultime de tout ça, c'est quoi? C'est d'utiliser la plante pour le bien-être. Alors, il y a de très nombreuses manières de se former. On peut se former au travers de livres, on peut se former avec quelqu'un d'expérience qui nous a appris, on peut faire des programmes, soit à distance, soit en présentiel. Il y en a pour tout le monde. Le tout, c'est de trouver le style qui vous correspond. Et au final, le plus important pour moi, je dirais, c'est l'humain qui est derrière l'enseignement. Et on m'a souvent dit, dans le passé, on m'a dit, ne choisis pas ton éducation en fonction du sujet nécessairement, mais choisis en fonction de l'enseignant. Parce qu'un enseignant exceptionnel te donnera une éducation large qui couvre de multiples sujets. Voilà, un très bon enseignant, il ne va pas s'en tenir exactement à son sujet d'expertise. Il va vous emmener faire un voyage au travers de beaucoup de choses. Un enseignant médiocre, par contre, va s'en tenir exactement à son sujet et puis au final, le cours ne sera pas mémorable du tout. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai pu valider au cours de ma vie. Aujourd'hui, je continue à me former sur les plantes, sur d'autres choses, et je le fais toujours avec des gens qui m'inspirent. Voilà. Et je vous conseille de faire la même chose. Il ne suffit pas de choisir un programme qui dit toutes les bonnes choses sur un catalogue ou sur une page de vente. Il faut aussi que l'équipe enseignante fasse preuve de valeur humaine, fasse preuve de passion, voilà, des valeurs qui sont alignées avec ce que vous recherchez aujourd'hui. Donc ça va être un travail que vous devez faire par vous-même si vous voulez trouver un endroit pour vous former. Alors vous pouvez commencer avec des livres, c'est vrai, c'est un petit peu plus long, et vous allez trouver sur mon site de nombreuses revues de livres qui vont définitivement vous aider à démarrer votre petite bibliothèque. Mais à un moment, il faut franchir le pas. Il faut se former avec des personnes d'expérience, des personnes qui pratiquent. Voilà, pour acquérir vous-même cette expérience nécessaire pour vous-même vous mettre un jour à la pratique. Axe numéro 6, c'est connaître des gens qui pratiquent eux-mêmes et qui peuvent vous guider. Il y a de nombreuses personnes qui pratiquent aujourd'hui en cabinet, sous différentes dénominations.
Vous avez bien sûr des médecins qui sont phytothérapeutes, mais vous avez aussi de très nombreux praticiens qui ne sont pas médecins, mais qui se sont formés auprès des bonnes écoles et qui vont vous aider si vous avez besoin d'être guidé pour vos propres questionnements. Alors chacun a son rôle, chacun a son style. À vous bien sûr de valider que la personne est légitime, qu'elle a la bonne expérience, qu'elle pratique dans l'éthique du métier, mais ce type de praticien pourra vous aider à démarrer votre réflexion. Voilà, pour vous donner un exemple, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux plantes médicinales, c'était en partie pour mes problématiques de santé à moi, celles de ma famille, et je suis allé consulter des herboristes praticiens pour voir ce qu'ils me recommandaient, ce qui m'a aidé plus tard à réfléchir et m'organiser et comprendre par moi-même. Voilà. Donc là encore, il serait bon de répertorier les praticiens qui se trouvent près de chez vous, que vous pourrez découvrir peut-être au travers de leur site internet ou en passant dans votre pharmacie, parce que ces personnes vont souvent se faire connaître, ou peut-être chez l'ostéopathe du coin, chez le kiné du coin, ou le bouche à oreille. C'est toujours un bon moyen aussi de découvrir de nouveaux praticiens. Donc voilà, posez les questions, demandez autour de vous et faites une petite carte. Et puis, axe numéro 7, notre dernier axe, pratiquez par vous-même sans prendre de risques pour aider votre entourage et pour construire votre expérience. En fait, posons-nous la question, à quoi ça sert d'apprendre à reconnaître les plantes, à les cultiver, à les transformer? À quoi ça sert d'apprendre à les utiliser d'une manière théorique si ce n'est pas pour un jour mettre ce savoir en pratique? Alors tout ceci doit bien sûr se faire dans la plus grande prudence. Dans le doute, on consulte toujours un médecin pour avoir un diagnostic clair, mais dans de nombreux cas, on a abandonné un savoir qui était détenu dans les familles, dans notre passé. Voilà. Il y a tout un tas de situations qu'on devrait pouvoir gérer à la maison. Et aujourd'hui, on vit dans nos peurs. Alors c'est bien des fois d'avoir un petit peu peur. C'est ce qui va faire qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est ce qui va faire que lorsqu'on a une douleur quelque part qui dure et qu'on ne sait pas ce que c'est, on va aller consulter un médecin qui saura faire le diagnostic. Mais aujourd'hui, la peur nous amène aussi à un immobilisme qui devient complètement insupportable, je trouve. Voilà. Depuis quand est-ce qu'on est devenu aussi dépendant du système? Donc, apprenons à combiner le meilleur de ces deux mondes qui sont souvent en opposition frontale. Et ça, c'est consternant. Voilà. Qu'on se respecte les uns les autres. Personne ne va perdre sa place. Voilà. Chacun a son rôle à jouer, je vous garantis. Et ce rôle-là, cette responsabilité-là, elle commence dans la famille proche. Parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Et je vous garantis qu'il y aura des occasions multiples de travailler sur un eczéma ou sur une allergie saisonnière ou toute autre situation. Mais au final, il faut sortir ce savoir de notre tête. Il faut le matérialiser. En vrai, voilà, il faut l'appliquer. C'est le but ultime de retrouver un minimum d'indépendance pour notre bien-être. Eh bien voilà, je crois que j'ai passé en revue tous les points sur lesquels je voulais insister. Je vous ai fait un petit résumé dans un guide format PDF, un guide sympathique, gratuit bien sûr sur mon site. Je vous encourage à aller le télécharger et puis à le faire passer autour de vous si vous connaissez des personnes qui seront intéressées. Je pense que ce type d'initiative va devenir très très importante pour les années qui arrivent. Allez, je vous laisse, portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao. Ange Razoel, président de la République de Madagascar, sur la chaîne RFI. Président de la République de Madagascar, Ange Razoel. Et surtout l'OMS, le bureau Afrique de l'OMS, ont multiplié les mises en garde ces derniers jours contre l'illusion d'un remède miracle. Non seulement l'OMS doute de l'efficacité du Covid Organics, mais elle craint des effets secondaires pour les gens qui consomment cette tisane. Je peux vous dire aujourd'hui que le cas des malades à Madagascar, nous avons eu des preuves que nous avons soigné nos malades jusqu'ici. Alors justement, par exemple, on va prendre l'exemple de la France. L'Agence nationale de sécurité du médicament a très récemment publié une mise en garde quant à l'achat de produits à base d'artémisia, affirmant que les vertus thérapeutiques sont, je cite cette agence, fausses et dangereuse. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces doutes, voire des soupçons, disons-le, de charlatanisme, viennent peut-être des lobbies pharmaceutiques occidentaux? Vous savez, vous avez peut-être pu voir et regarder la déclaration du professeur Montagnier, qui a quand même reçu
le prix Nobel de la science et de la médecine. Comme quoi l'artémisia, c'est une piste pour guérir en fait le coronavirus. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi pu en fait constater l'étude du professeur Tuyouyou en Chine, qui a pu extraire en fait l'artémisinine venant de l'artémisia. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes. Est-ce que cela nous permet d'ignorer une possibilité de traitement? Et quand nous sommes également en période de guerre, quelle est la preuve qu'on peut démontrer et que nous pouvons fournir actuellement? C'est bien évidemment la guérison de nos malades. La guérison a été constatée après 7 jours, voire 10 jours de la prise du CVO ou du tabac organique. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Il n'y a pas de mort actuellement à Madagascar. Il n'y a pas de mort. Nous avons fait que de guérir en fait nos patients. Et personne ne peut nous empêcher. Nous sommes un pays souverain et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie. Mais en fait là, il ne s'agit pas de... c'est une guerre. Mais une guerre qui, ce n'est pas la force militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider nos pays, les autres pays et le monde à lutter contre cette maladie. J'espère que cette émission aura retenu votre attention. Je vous attends la semaine prochaine sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM en région parisienne, ou sur idfm98.fr sur toute la planète Terre. Si vous voulez retrouver l'intégralité de ces entretiens, vous avez les liens sur ma chaîne YouTube. Très bonne semaine à toutes et à tous.